bonjour à tous, je m'appelle Laurent Briat. Si vous me connaissez déjà, c'est sans doute grâce à mon blog qui s'appelle Apprendre la photo, donc sur lequel je donne des conseils sur un ton simple, décontracté, on ne se prend pas la tête et on essaye de progresser ensemble en photo voilà, tout ça sur un ton vraiment pédagogique, c'est pas si compliqué que ça et on peut en plus apprendre en s'amusant. Alors aujourd'hui, j'ai pensé au cours de cette présentation à vous raconter un petit peu mon histoire photographique, mon parcours depuis que j'ai commencé. Alors c'est pas pour vous faire ma vie, mon œuvre, mon autobiographie en 5 volumes, hein, c'est vraiment pour que vous compreniez comment moi j'ai progressé, ce qui m'a aidé moi à avancer et que ça puisse vous aider vous aussi, hein, qu'à travers un peu la même démarche, vous puissiez progresser vous aussi. Et puis aussi pour vous montrer d'où je viens il n'y a pas encore si longtemps et pour vous montrer que le progrès est possible finalement relativement rapidement et qu'il n'y a pas besoin de 15 ans de photos pour commencer à se faire plaisir. On commençait à se faire plaisir avant ça, quoi. Donc tout a commencé en 2009, la première fois où j'ai eu envie de faire de la photo. Alors j'imagine que j'avais quelque chose à exprimer, mais j'ai commencé à voir des images en quelque sorte, c'est-à-dire passer dans la rue quelque part, voir quelque chose d'attirant visuellement et me dire tiens, y a un truc intéressant là, ça ferait peut-être une image. Et presque à chercher un cadrage, c'est-à-dire que j'avais encore jamais touché un appareil photo, mais je sais pas, intuitivement, je me disais tiens là, sur cet angle-là, c'est déjà un peu plus intéressant, etc. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous aussi de voir un peu des photos comme ça. Mais donc voilà, pour moi c'est pas apparu soudainement. Il y a pas un jour je me suis réveillé le matin en me disant tiens je veux faire de la photo. C'est plus apparu comme une évidence, quoi. C'est-à-dire au bout d'un moment je commençais à avoir de plus en plus à voir des photos, quoi, en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'y mettre. Alors premier conseil au passage, si ça ne vous arrive pas à vous d'avoir ces moments où vous voyez des images comme ça, prenez du temps chaque fois que vous vous baladez, même que vous prenez le métro le matin, pour regarder autour de vous et chercher ce qui pourrait intéresser votre œil. Hein, donc vous n'avez même pas besoin d'appareil photo pour ça, hein. Vous n'êtes pas obligé d'emmener votre réflexe pour aller au travail le matin, n'hésitez pas, hein. Mais voilà, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez quand même sans appareil photo, regarder autour de vous et vous dire tiens là il y avait ça d'intéressant. Évidemment ça va vous frustrer de ne pas prendre la photo, hein. Donc après vous allez peut-être emmener votre appareil, mais voilà, malgré tout, regarder autour de vous c'est déjà un premier exercice qui est vraiment important. Alors donc bref, j'ai eu cette envie et après pas mal de recherches, j'ai décidé qu'il me fallait un réflexe pour commencer pour diverses raisons, c'est pas le sujet aujourd'hui, et j'ai donc économisé à peu près un an pour pouvoir me l'acheter. Donc entre temps, comme je le fais toujours quand je m'intéresse à quelque chose de nouveau, je me suis un peu gavé d'informations, donc j'ai beaucoup lu, notamment sur le web anglo-saxon, des articles sur les bases techniques de la photo, sur la composition, sur plein de choses, j'ai beaucoup regardé d'images, donc j'ai beaucoup pris d'infos au passage, donc j'avais pas encore d'appareil, mais malgré tout mes notions techniques se développaient un peu déjà. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu l'appareil entre les mains en avril 2010, j'étais un peu comme un gamin le matin de Noël, hein, mais en même temps je savais déjà un petit peu comment ça marchait quand même, l'ouverture, je savais un peu ce que c'était, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne suis jamais passé par les modes scène, les modes paysage, sport, etc. qu'il y a souvent sur les réflexes d'entrée de gamme. Je suis tout de suite passé en mode priorité à l'ouverture, la vitesse, parce que je comprenais déjà plus ou moins comment ça marchait intuitivement, même s'il il faut quand même un temps d'adaptation pour le faire concrètement. Mais je savais un peu comment ça marchait, donc j'ai pas eu besoin de passer par les modes scène. Donc je pense que de ça, on peut tirer deux leçons. D'abord que la théorie, ça sert vraiment. C'est-à-dire, ça peut être un peu rébarbatif peut-être d'aspect, mais ça sert vraiment. On a vraiment besoin de comprendre un peu comment ça fonctionne pour derrière maîtriser son appareil et faire de meilleures images. Donc j'ai évolué pour moi beaucoup plus vite par la suite grâce à ça parce que voilà, en fait quand j'ai eu mon appareil photo, j'avais déjà peut-être un niveau technique de, je sais pas, peut-être 6 mois, quoi. De quelqu'un qui a déjà lu plein de trucs sur l'ouverture, etc. Ce qui fait que j'ai évolué beaucoup plus vite grâce à ça. Donc je ne peux que vous conseiller de maîtriser les bases techniques. C'est vraiment pour moi très très important. Vous avez de la chance, vous pouvez les apprendre sur mon blog, chez Reflex Photo ailleurs. Il y a plein de choses pour les apprendre assez facilement maintenant. Donc voilà, vous pouvez les apprendre finalement en assez peu de temps. La deuxième chose à retenir, je pense que c'est qu'il ne faut pas choisir la facilité. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais pris de mode scène. C'est pourtant plus simple, effectivement, hein. On met le truc, il fait un résultat à peu près correct et puis voilà. Sauf qu'en fait, ça va brider votre créativité, ça va brider votre progression parce que vous ne contrôlez rien et vous n'allez pas comprendre pourquoi telle photo est réussie ou telle autre est ratée. Et c'est très important de comprendre pourquoi vous réussissez ou pourquoi vous ratez vos images pour progresser, pouvoir vous corriger par la suite ou alors au contraire vous dire ça je le maîtrise, je sais comment ça marche et je peux le refaire. Il faut que ce soit reproductible, quoi. Il faut que vos succès, vous puissiez les refaire. Donc il faut vous faire violence, aller dans les trucs qui vous semblent peut-être un peu compliqués. Il y a un proverbe japonais qui dit le succès c'est
tomber 7 fois et se relever 8, ben, c'est très vrai, quoi. Il faut échouer, échouer encore, mais à chaque fois il faut comprendre pourquoi et continuer et pas se décourager. Et c'est vraiment important. En fait, l'échec est vraiment important en photographie. Je pense qu'il faut échouer pour pouvoir progresser. Donc malgré tout, ça ne m'a pas empêché de faire de mauvaises photos comme tout le monde. D'ailleurs, en exclusivité mondiale, je vais vous montrer ma première photo de tous les temps. Donc, alors oui, j'ai honte, mais en même temps, voilà, en même temps, bah, on a tous fait ça, hein, photographier le chat. Donc là, j'avais le réflexe entre les mains depuis environ 15 secondes. Donc vous voyez le flash, etc. Enfin la totale. Hein, je pense que voilà. Même le moment est mal choisi. Alors ensuite, bah, comme tout le monde, j'ai photographié des paysages, des fleurs, etc. Avec des résultats tout ce qui est plus classique et pas forcément très intéressant. Bon, alors là j'avais compris ce que c'était que la profondeur de champ. Hein, donc voilà, mais voilà, c'était une façon de tester techniquement. Voilà, j'ai compris ça. Alors, la photo est pas intéressante pour dessous. Voilà, bah, je commençais à apprendre un petit peu, donc on a tous eu nos débuts comme ça. Donc c'est aussi pour vous montrer que moi aussi j'ai fait ces images-là au début, et voilà, c'est pas des trucs que je montrerai aujourd'hui, voilà, on est tous passés par là. Donc la première photo que j'ai osé publier sur mon tout jeune Flickr à l'époque, où il y avait 3-4 photos, c'était celle-ci, qui est toujours. Alors comme vous voyez, c'est déjà un petit peu meilleur quand même. C'est toujours pas une photo exceptionnelle, mais on sent que voilà, je commence à m'amuser un petit peu déjà. Alors donc à l'époque, je découvrais encore un peu les fonctions de mon appareil, et là c'était sur le bracketing exposition automatique, qui est cette fonction qui vous permet, donc il y a un nom barbare, mais qui permet simplement en fait, de faire une photo exposée normalement, une photo à -1, une photo à +1 par exemple, ou une photo à -2, une photo à +2 selon ce que vous réglez. Donc ça fait une petite rafale de 3 images, et vous prenez une normale, une sous-exposée, une surexposée. Donc j'avais pas encore découvert la correction d'exposition à ce moment-là, qui était un peu plus simple évidemment. Mais voilà, bon, je m'amusais un peu, et je me suis rendu compte que je pouvais faire des résultats un peu plus créatifs comme ça. Donc là par exemple, c'était sous-exposé de -1 de mémoire, quelque chose comme ça, qui m'a permis de faire un résultat un peu à moitié en ombre chinoise comme ça, en contre-jour, etc. et d'essayer de chercher un truc plus intéressant. Donc l'essentiel c'est vraiment d'expérimenter, quoi. Donc là on se situe en mai, hein, donc on est un mois après l'achat de mon appareil, et c'est la première photo qui me fait un peu plaisir. C'est-à-dire, j'ai bien conscience que c'est pas du génie, hein, mais ça commence à me faire un peu plaisir, et c'est vraiment important, je pense, d'avoir des premières photos comme ça. On se dit, ah ben tiens, c'est un peu mieux ça. Donc voilà, rien qui me plaise de façon transcendante à ce moment-là. Mais ensuite j'ai découvert la photo de concert. Donc d'abord la photo de concert dans la rue, et puis ensuite dans un petit festival en plein air qui était pas loin de chez moi, où j'ai pu prendre mon appareil parce que c'était dehors, hein, donc la sécurité n'était pas embêtante, et donc me laisser photographier depuis la foule. Mais voilà, on fait comme on peut. Alors voilà, à l'époque j'ai donc fait un ou deux clichés que je trouvais pas mal dans celui-ci. Alors aujourd'hui je ne le publierai plus parce qu'il y a un certain nombre de défauts qui font qu'il ne resterait plus dans la série. Mais à l'époque je me disais, bon bah c'est pas si mauvais, voilà. Alors l'exercice m'a plu. L'essentiel c'est que je me sentais satisfait, et ça m'a motivé en fait à continuer. Je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, il y a quand même 2-3 photos qui ressortent, et où je me dis, c'est quand même pas mal. Et puis en plus, ça a combiné ma passion toute nouvelle pour la photo, et ma passion que vous connaissez moins, voire pas du tout, qui est pour la musique. Pour la petite histoire, je fais 2-3 concerts par semaine et je joue 3 instruments de musique, donc voilà, ça m'intéresse un petit peu. Donc bref, la leçon à retenir de tout ça, pour vous, au-delà de ma vie, mon œuvre, c'est d'expérimenter des choses. C'est-à-dire que là, si j'avais pas fait la photo concert à ce moment-là, est-ce que j'aurais découvert aussitôt? Peut-être pas. Est-ce que j'en serais là aujourd'hui au niveau de la photo concert? Peut-être pas. Donc il faut expérimenter. Si vous avez des occasions photographiques comme ça, vous dites qu'il y a un événement, une opportunité, allez-y avec votre appareil, puis testez des choses. Vous pouvez découvrir un truc qui va vous plaire. Peut-être qu'à la base vous dites pas forcément, mais on peut essayer, quoi. Essayez, voilà, si vous avez l'opportunité, si vous avez un ami qui a un objectif macro, essayez la macro, ça va faire plaisir aux collègues. Voilà, essayez des nouvelles choses, et vous allez voir, vous allez peut-être découvrir un domaine qui vous plaît vraiment, et ça c'est quand même important, je trouve, de trouver une espèce de fil conducteur à sa pratique photo, quoi, d'avoir quelque chose qui porte un peu au quotidien. On se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Ça donne vraiment envie de photographier, plutôt que de pas trop savoir où on va. Parce qu'au début, on fait tous des photos de paysages et de fleurs, mais il y a un moment, il faut trouver ce qui nous plaît vraiment. Ça peut être les paysages et les fleurs d'ailleurs, mais au moins qu'on sache que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc en plus de ça, comme je disais, il faut célébrer les petites victoires. Vous n'allez pas directement sortir des clichés de vos rêves, mais quand vous faites des photos qui vous plaisent un peu, il faut aussi savoir pas être trop dur avec soi-même, et puis se dire, voilà, cette image-là elle est pas mal, et elle me satisfait. Donc à ce moment-là, on est en juin 2010, soit 2 mois après mon tout début en photographie.
Donc il se passe deux choses importantes. D'abord, je commence à photographier en RAW. Ceux qui lisent mon blog, voilà, j'en vois qui rigolent. Vous avez compris que c'était assez important pour moi. Je suis jamais revenu en arrière à partir de ce moment-là. Deuxièmement, en parlant de blog justement, j'ai à ce moment-là lancé mon blog. Seulement 2 mois après mes débuts en photo. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, je peux déjà apporter des choses à ceux qui sont juste 2 mois en retard par rapport à moi finalement. Et j'ai encore des préoccupations de débutant. Je sais comment exprimer ça de façon compréhensible parce que moi je viens de le comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lancer le blog. Et aussi en traînant sur les forums, en voyant un petit peu les problèmes qu'il y avait, qui étaient souvent des problèmes finalement assez simples à résoudre. Donc la leçon à retenir un peu de ça, c'est qu'il ne faut pas complexer votre statut de débutant. C'est-à-dire, vous êtes débutant, ok, il n'y a pas de honte à ça. C'est tout à fait normal, tout le monde est passé par là, même les pros méprisants sont passés par là aussi. Donc, assumez que vous faites encore des erreurs, que vous souhaitez apprendre. Au contraire, je trouve que c'est beau en fait, d'être dans une démarche d'apprentissage comme ça, c'est vraiment un truc qui a de la valeur. Et n'ayez pas peur de tester des trucs qui sont classés comme trucs de pro. Par exemple l'euro, c'est pour ça que j'en ai parlé à ce moment-là, parce que y en a pas mal qui doivent se dire ouais mais c'est un peu pour les professionnels, est-ce que c'est vraiment pour moi, peut-être trop avancé, etc. Pas du tout, moi j'ai commencé 2 mois après. Alors évidemment au début c'était pas exceptionnel ce que je faisais en RAW, mais ça m'a permis de m'y mettre très tôt et donc de le maîtriser plus tôt forcément. Mécaniquement, plus on s'y met tôt, plus on va le maîtriser tôt. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans des trucs qu'on pense peut-être inaccessibles alors qu'en fait pas tant que ça. Donc bref, au fil du temps je m'essaye à d'autres choses, je développe un peu ma créativité en choisissant des sujets différents, en regardant un peu plus autour de moi, en utilisant la technique à mon avantage pour faire des effets qui peuvent être un peu intéressants comme les effets de silhouette par exemple. Alors, quand on sait faire, c'est classique, hein, mais quand on découvre ça, on fait tiens c'est sympa, et puis on a découvert un truc technique en même temps, on tient tiens si je fais une mesure spot là, voilà, ça marche comme ça. Et on découvre la technique et en même temps on s'amuse quoi. Parce qu'on fait un truc, on fait une vraie photo derrière, c'est pas juste la technique pour la technique. Je pense que c'est important aussi d'associer nos découvertes techniques avec des découvertes plus créatives et artistiques derrière. Donc en octobre 2010, j'ai accès à mon tout premier concert accrédité. Donc devant la scène avec les vrais photographes, il y avait vraiment les photographes pros à 1 mètre de moi quoi. Et donc j'y suis allé au culot, j'ai appelé l'organisateur, j'ai dit est-ce que je peux photographier le petit festival là, ça me ferait plaisir de le faire. Il a dit ok, pourquoi pas. Donc voilà, j'y suis allé avec les pros là. Donc j'ai énormément appris, j'ai pris beaucoup d'images, pas forcément toutes bonnes, hein, peut-être même trop d'images parce que j'étais un peu stressé, donc forcément j'en prenais plein pour être sûr d'en avoir quelques-unes potables. J'en ai eu quelques-unes qui me plaisent, encore des images que actuellement j'ai pas honte, quoi, qui sont pas mes meilleures photos concert de tous les temps évidemment, mais c'est des images que je trouve pas forcément mauvaises. Et surtout j'ai mis le pied dans le milieu que je voulais atteindre. Et je pense que là encore on revient sur la leçon entre guillemets que j'ai donnée avant. N'ayez pas peur de vous lancer, hein, même si vous vous plantez, etc. C'est pas grave. Il faut échouer. Alors là pour le coup j'étais à côté des pros et il fallait pas avoir peur. Pas avoir de complexe à être là et moi j'apprends, toi tu sais déjà le faire mais moi j'apprends à le faire et je suis au même endroit quand même et il faut pas avoir de complexe à ça parce que ça fait beaucoup progresser. J'ai appris énormément cette fois-là parce que c'était mon premier vrai concert là et je pense que c'est un des moments où j'ai appris le plus dans une période de 4 heures quoi, hein. C'était vraiment assez exceptionnel. Alors d'ailleurs pas plus tard que vendredi soir, j'ai rencontré une photographe à un concert que je photographiais qui pour la première fois shootait au réflexe en concert et qui avait une accréditation pour ce concert-là. Donc elle a quand même réussi à l'avoir en y allant au culot aussi. Et elle avait eu le réflexe à prêter 2 heures avant. Et avant ça, elle n'avait jamais touché un réflexe de sa vie, elle y allait quand même, et elle a eu raison. De toute façon, à la limite, même si elle avait tout raté, c'est pas très grave parce qu'elle aurait appris plein de choses. Donc il faut vraiment oser y aller, n'ayez pas de complexe, quoi. Vraiment n'ayez pas de complexe. Donc à peu près à la même période, je commence à m'intéresser au portrait, donc toujours en octobre 2010 à peu près. Je commence à un peu mieux maîtriser mon boîtier et j'achète le fameux 50 mm 1.8 dont les lecteurs de mon blog sont aussi familiers. Et donc plus tard en avril 2011, je me suis intéressé à d'autres types de spectacles comme le théâtre et la danse qui m'ont apporté vraiment de nouvelles choses en fait. C'est un peu les mêmes conditions de lumière, c'est que techniquement le concert m'a aidé à maîtriser mieux le théâtre et la danse, sauf que c'est différent. Pour la petite histoire, il y a quand même une présentation de théâtre que j'ai dû photographier en chaussettes parce que la pièce jouait beaucoup sur le silence en fait. Il y avait beaucoup de silence dans la pièce et quand je marchais, ça s'entendait énormément. Donc je me suis dit, je vais photographier en chaussettes, sinon j'interviens dans la pièce et il faut quand même en tant que photographe être un peu en retrait. Déjà que les déclenchements s'entendaient, je me suis dit, on va pas en rajouter quoi. Entre deux, j'ai expérimenté pas mal de choses. Hein. Mais je suis toujours resté passionné par la photo de concert et le portrait dans une moindre mesure. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je fais de la photo et maintenant je shoot des concerts dans des plus grosses salles, au Zénith de Lille, etc. Donc c'est déjà un peu plus
un peu plus gros, quoi. J'ai des accréditations maintenant parce que je bosse pour un site d'agenda culturel pour ma ville, ce qui fait que voilà, je fais les photos de concert pour eux et du coup voilà, je suis dans la fosse avec les pros. Et tout ça en un peu plus de 2 ans, je vous le rappelle, donc c'est pas tellement pour me vanter, c'est plus pour vous montrer qu'en 2 ans, on peut finalement avancer assez rapidement et il n'y a pas besoin forcément d'être un génie pour ça. On peut déjà se faire plaisir avec des choses. Aller dans la fosse avec les photographes de concert, on pourrait penser que c'est inaccessible. En fait, il suffit de penser que c'est possible et de bosser pour et ça arrive, quoi. Ça finit par arriver. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais que vous compreniez. Au niveau du blog, il s'est aussi passé des choses entre temps puisque j'ai, pour ceux qui ne sont pas au courant, écrit un livre numérique sur le choix d'un objectif pour réflexe, les gros machins là avec 150 choix possibles. Voilà. J'ai aussi créé une formation en juin dernier, une formation complète à la photo sur 7 mois, etc. avec plein de vidéos, qui est dans sa structure un peu inspirée de mon propre apprentissage. C'est pour ça que j'en parle à la fin aussi, c'est pas tellement pour faire ma pub, c'est plus pour vous dire que voilà, c'est un peu la même structure, quoi. C'est-à-dire on commence par la technique, un peu les bases vraiment théoriques indispensables, puis on va très très vite sur la pratique, ce qu'il faut faire concrètement, quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec mon parcours. J'espère que vous avez pu en tirer un peu des sons, que vous allez retenir ce que j'ai dit là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, hein, donc allez-y, foncez. Alors je répète parce que pour ceux qui n'ont pas forcément entendu la question, Stéphane veut faire du portrait, il a un 85 mm à mise au point manuel. Il a un peu du mal à trouver le flow, etc. Alors, qui a un 135 sur son boîtier en plus. Donc voilà, un 135 à grande ouverture, en gros ça fait une profondeur de champ très réduite, ce qui est bien pour le portrait, sauf qu'en mise au point manuel, tu vas avoir du mal à faire la mise au point bien, enfin je veux dire, voilà, il faut quand même de l'expérience pour faire une mise au point manuelle correctement et facilement, surtout à des profondeurs de champ aussi faibles que ça. Donc à moins d'être genre vraiment posé ton appareil sur un trépied, ton modèle ne bouge pas du tout, ce qui n'existe pas. Mais voilà, ça va être compliqué quand même de faire bien la mise au point. Donc après tu peux prendre l'option d'augmenter un peu la profondeur de champ, histoire que voilà, si tu es vraiment stable, si tu déclenches assez vite, c'est quand même net parce que ta profondeur de champ est suffisamment importante. Mais ça reste un peu une solution du moindre mal. J'aurais tendance à dire, s'il pouvait faire l'autofocus, ce sera bien quand même. Mais après, le 85 mm, c'est quand même c'est une très bonne optique de portrait, quoi. Donc pour le coup, tu as le choix. Je pense que si tu as choisi ça, c'est que tu sais qu'une grande ouverture pour le portrait, c'est quand même pas plus mal. Je pense que là-dessus, tu n'as pas besoin de conseils a priori. Oui, si tu peux aussi avoir effectivement l'option de la faire à l'ancienne et de mettre un verre de visée, ouais, effectivement. Donc pour tout le monde, je répète la question quand même, pour tout le monde et pour la vidéo, voilà, Guillaume demande donc si en gros c'est difficile d'obtenir une accréditation pour un concert, quelles sont les conditions, est-ce qu'il faut montrer ses photos, etc. Alors en gros, moi ce que j'ai fait pendant toute la période où j'avais pas d'accréditation, parce que d'ailleurs je vais continuer à faire défiler les photos en attendant, pendant cette période-là, c'est que en gros j'ai photographié dans les petites salles où tu n'en avais pas besoin, premièrement. Histoire de pouvoir me faire un peu un portfolio, quoi, donc pouvoir montrer quelques images après. Donc j'ai trouvé des salles où où j'étais pas très regardant et où j'arrivais, je faisais bonsoir, je peux faire les photos, ils font ouais, pas de problème. Donc faut en trouver dans ta ville, faut chercher un peu, en général les petites salles, les petites affiches, voilà, les artistes pas très connus, quoi, tu vas pas photographier les Rolling Stones demain sans accréditation, tu vois. Ça, peut-être même avec, hein. D'ailleurs. Mais donc voilà, il faut d'abord commencer par ça, histoire de te faire quelques images quand même. Parce que c'est vrai que quand tu vas demander des accréditations vraiment pour des affiches un peu plus importantes, il faut quand même en général montrer tes images avant pour montrer que tu n'es pas un total débutant et que tu sais quand même sortir quelques clichés corrects en sortant de la fosse, quoi. Parce que quand tu donnes une accréditation, ils aiment bien qu'il y ait les images bien en arrière, quoi. Donc à moi, alors par exemple la photographe dont je parlais qui avait une accréditation, elle était sur un événement qui était avec pas des grosses têtes d'affiche en fait. Et elle avait demandé à celle qui est responsable des accréditations pour la salle de concert. Elle avait demandé une accréditation, elle l'avait obtenue parce que c'était une petite tête d'affiche, on n'était pas très nombreux dans la fosse, on était 4 photographes avec elle. Donc voilà, c'était pas très gênant et c'était pas une grosse tête d'affiche, donc elle pouvait se permettre de le faire parce qu'on n'était pas, voilà, si on en mettait 12, elle n'aurait pas eu d'accréditation parce que c'était d'abord ceux qui bossaient pour un média, etc. Ensuite, une fois que tu as des photos, là tu peux, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te diriger vers des médias web, c'est les plus accessibles. Et en fait, pour les grosses têtes d'affiche, le plus simple, c'est quand même d'être lié à un média. C'est-à-dire, si tu es lié à un site web qui publie des photos de concerts, s'ils en publient, c'est forcément qu'ils ont des accréditations. Et c'est plus facile avec eux qu'avec un magazine, etc. Où là, bonne chance quand même, quoi. Alors évidemment, en général, pour les sites web, il faut céder tes photos pour l'utilisation sur le site web. Donc moi, les conditions, c'est de les céder en 800 x 600 et je peux les utiliser comme je veux après. Alors je suis pas
très franchement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que dans l'idéal, je devrais être payé pour filer les photos de concert au site, parce que l'accréditation, je devrais l'avoir parce que c'est juste faire mon boulot, quoi. Sauf que ça, c'est dans l'idéal, et la réalité, c'est que, en gros, il y a presque plus de pros dans les fosses. Il y a presque plus de vrais pros qui vivent de ça. La photo de concert, ça fait plus du grand monde, et en fait, tu as beaucoup d'amateurs ou en voie de professionnalisation, mais pas forcément dans le domaine de la photo de concert d'ailleurs. Et voilà, en vrai, la plupart du temps, il faut quand même donner ses photos au site. Alors, par contre, j'aurais dit non s'il m'avait dit c'est sur le site et uniquement, quoi. Là, faut pas déconner. S'il voulait les droits exclusifs des photos, il y a un moment, faut pas abuser non plus, mais voilà, j'ai considéré que ça me permet aussi d'exercer une passion. Et puis là je le fais vraiment, je le fais parce que j'aime le faire, quoi. Je le fais pas, j'ai pas besoin de manger avec ça à la fin du mois, ce qui me permet aussi de le faire. Jean-Christophe a un 500D et se demande s'il vaut mieux investir dans des optiques ou des boîtiers. Alors, j'aurais pas tendance à répondre optique et point et au revoir. Alors, je vais nuancer un tout petit peu quand même. Ça dépend quand même toujours de tes besoins. En général, il vaut quand même mieux investir dans les optiques d'abord, la plupart du temps. Si tu veux investir, c'est par pure envie ou c'est parce que tu te sens limité dans un truc particulier? Donc, alors, Jean-Christophe fait des photos de sport dans des conditions de lumière assez faibles. Alors, bon, les deux vont te servir, hein. Un boîtier qui va monter bien dans les ISO, ça va te servir aussi. Mais d'abord une optique lumineuse, quoi. De toute façon, si tu fais du sport, j'imagine que tu as un petit télé, sauf que tu dois avoir un télé pas très lumineux, un 70-300 quelque chose. Ouais, voilà. C'est classique. Investis d'abord dans une optique genre de la même focale, mais plus lumineuse. D'une, tu auras une meilleure qualité d'image et en plus, ça va t'aider en lumière. Et ensuite, plus tard, tu pourras songer à monter sur un boîtier plus adapté au sport. Le 7D, c'est génial. Après, ça a son budget aussi, mais même un boîtier un peu au-dessus qui monte un peu mieux en ISO. Des fois, même des boîtiers plus récents, tu vois, entre le 500D et le 600D, tu peux doubler les ISO acceptables facile, quoi. Je veux dire, avec le 500D en ISO acceptable, tu dois être à quoi? 800, peut-être 1600, mais à 1600, à 1600, ça doit être un peu crade, quoi. Avec le 550, je montais à 1600. Bon, voilà, ça reste, c'est pas exceptionnel, mais tu arrives à avoir un bruit relativement réduit. Si tu as fait un peu de post-traitement sous Lightroom, ça part assez facilement, c'est correct, tu vois, rien qu'avec le 550. Alors, on me demande si mes photos étaient faites sur trépied en concert. Pas du tout. D'une, parce que, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement la photo que tu veux au final. Ouais, là, par exemple, ça c'est pris à peu près au centième de seconde, en gros. Si je le prenais en vitesse plus lente, je verrais pas sa tête. C'est-à-dire j'aurais du flou de bouger, ou alors à la limite du flou de sujet, c'est-à-dire que j'aurais mon sujet qui serait flou parce qu'il bouge trop vite. En général, en concert, en tout cas dans ceux où je vais, il bouge quand même relativement vite, et si j'ai pas une vitesse rapide, je peux pas figer le sujet, et la photo est ratée selon ce que je veux, quoi. Après, je pourrais prendre le parti de faire des photos au dixième et de laisser sujet flou comme ça, pourquoi pas, ça peut se faire. Et, si j'ai envie d'une photo nette, je suis obligé de shooter au centième, et au centième, le trépied va pas me servir plus que ça, quoi, de toute façon. Donc ça c'est la première chose, c'est que moi j'ai envie de photos à vitesse rapide, donc le trépied ne va pas me servir. En plus de ça, une fosse, j'ai photographié jeudi et vendredi soir à l'aéronef à Lille. La fosse est large comme ça, on est 4 ou 5. Si tu mets un trépied, plus personne passe. Donc c'est pas très sympa pour les collègues. Donc on peut pas utiliser de trépied en photo de concert, quoi. Donc la parade parce que c'est en très très basse lumière, hein, il n'y a quand même pas beaucoup de lumière. La parade c'est optique à grande ouverture et boîtier qui monte pas mal dans les ISO, quoi. Donc là je suis ouvert à f2.8 sur un 70-200 de mémoire. 70-200, ouais. Je suis à 1600 ISO et au centième. Et ça passe, tu vois. Au pire en post-traitement, si tu as un chouïa sous-exposé, tu peux toujours rattraper un peu. Bon, tu as 1600 ISO donc il faut y aller mollo parce que sinon tu as beaucoup de bruit qui apparaît. Mais tu peux toujours remonter un petit peu, quoi. On peut s'arranger tant que c'est pas trop sous-exposé. Mais tu vois, là j'y arrive à 1600 ISO, f2.8, un centième. Donc c'est des valeurs qui sont quand même c'est atteignable, quoi. Ça dépend pas tellement de ta mesure, ça dépend de comment la lumière est à ce moment-là, en fait. Ouais, c'est beaucoup de chance aussi en fonction de ouais, parce qu'en fait, ton fond noir, tu vas l'avoir quand en général, en fond de scène, tu as un rideau noir, tu as un truc comme ça, tu vois. Mais en général, tu as aussi de la fumée pour que les lumières se voient. Parce que la lumière, là, les spots, ils éclairent, mais je vois pas de rayons lumineux. Ce qui est l'idée, quoi. Et la fumée, c'est là pour que tu vois les rayons lumineux et que le gars qui a fait l'éclairage, on voit son boulot, quoi. Parce qu'il bosse, quoi. Et il bosse carrément. Et donc, le truc, c'est que la fumée, donc là, en fait, derrière, il y avait juste de la fumée, et puis tu avais un spot orange là, et tu avais probablement 2-3 spots roses sur les côtés qui éclairaient la fumée. Mais là, j'aurais pas pu avoir de fond noir, par exemple. Parce que, tu vois, mon sujet est exposé à peu près comme le fond. Le fond n'est pas beaucoup plus sombre, beaucoup plus clair. Et c'est juste parce que les deux étaient à peu près aussi lumineux l'un que l'autre. Et ça, quelle que soit la mesure que tu vas utiliser, tu vas pas le changer, quoi.
ton sujet est aussi lumineux que ton fond, les deux vont être aussi lumineux sur l'image finale, tu ne peux pas y faire grand chose, quoi. Donc si tu veux un fond noir, tu vas juste choisir le moment où le spot il éclaire pas la fumée qui est dans ton cadre. Et là mais tu le vois dans le viseur, hein, de toute façon. Tu le vois le moment où il est fond noir, tu veux déclencher à ce moment-là, voilà quoi. Mais bon, de toute façon tu vas plutôt déclencher sur l'expression et le moment que sur le fond en fait. Ou sur une lumière particulière, voilà, un truc comme ça qui éclaire le sujet. Mais voilà quoi. Donc personnellement, je suis revenu en mesure évaluative, matricielle. J'ai fait la spot un moment et en fait finalement en matricielle il s'en sort très très bien. Ça dépend peut-être aussi du boîtier. Je suis revenu à l'évaluative avec le 7D. Donc c'est aussi un boîtier qui est quand même assez exceptionnel, quoi. Donc au 550 j'étais en pondéré central finalement qui me paraissait un assez bon compromis. Donc ça dépend pas mal du boîtier, il faut tester là. Je pense qu'il faut. C'est aussi selon les usages. Il y a des gens qui préfèrent rester en spot, d'autres qui préfèrent rester en matriciel. Voilà. Il y a aussi des gens qui ont leurs préférences, quoi. Et puis le problème du spot c'est qu'il prend sur le centre de l'image. Donc soit tu dois faire une mémorisation d'exposition, recadrer machin, sauf qu'il bouge vite, tu veux saisir le moment. Et voilà, moins t'as de choses à faire, plus c'est ça. Bruno me demande ce que je pense de l'apprentissage par le pastiche, la copie, quoi. Ça s'inspirait fortement, voire copier. Voilà, penser comme contrainte. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Tu parlais du portrait. C'est une démarche qui va permettre de comprendre quelle a été la recette utilisée pour telle ou telle image. Et donc derrière, qu'est-ce qui a été fait techniquement, qu'est-ce qui a été fait en termes de comment l'image a été pensée à la base, etc. Et c'est un peu comme découvrir une fonction au hasard quand on découvre la mesure spot et on dit tiens, machin, ça marche comme ça. On va découvrir la fonction, on va expérimenter. Là, on va découvrir la fonction qui a été utilisée ou les fonctions et en plus, on va associer ça à un résultat. Ce qui fait qu'après, si on veut reproduire un type de rendu, c'est-à-dire qu'on peut copier une photo complètement et donc on a un rendu de lumière, une composition, etc. machin, sauf que tout ça, c'est des éléments différents et derrière, je peux m'inspirer de ce rendu de lumière seulement et pas du reste de l'image, donc juste d'une partie de ce qui fait l'image qu'on copie. Et derrière, je sais comment on fait, je peux obtenir ce même rendu sur des images à soi ou modifier un peu, se dire tiens, j'aime bien ça, et puis derrière, je vais changer ça, j'aime pas trop ça, je vais bouger un peu. Et c'est vrai que je pense que ça permet d'expérimenter plein de choses, de voir ce qui avait déjà été fait avant et de trouver des choses qui nous plaisent et on se dit tiens, ça j'aime bien et on va le refaire, si ce n'est à chaque fois presque, en fait ça va devenir un peu une patte, quoi. Donc effectivement, je pense que dans le fait de trouver son style, paradoxalement, ça doit aider de copier. Écoutez, merci pour votre attention, merci d'être venu. Et puis à bientôt sur le blog, dans la formation, ailleurs, au prochain salon de la photo.